Les grandes civilisations du passé ont posé les fondations de notre monde moderne. Nul n'ignore que les Égyptiens, les Grecs et les Romains étaient de remarquables ingénieurs et de brillants inventeurs. Mais la plupart des livres d'histoire passent sous silence toute une période au cours de laquelle un certain nombre de grands esprits ont véritablement révolutionné le domaine de la connaissance scientifique et technique. Une période considérée comme l'âge d'or du progrès technologique en Orient. L'Orient reste bien souvent un univers auréolé de mystères, dont les Occidentaux ignorent généralement l'histoire. On sait pourtant aujourd'hui que les technologies et les sciences qui constituent la base même de nos sociétés industrialisées sont le lointain héritage d'une grande civilisation qui régnait il y a plus de 1000 ans sur le Proche et le Moyen-Orient. Une civilisation qui connaissait déjà l'ordinateur de poche et qui n'avait pas attendu l'arrivée du GPS pour se repérer dans l'espace. Qui avait inventé de gigantesques machines hydrauliques capables de dompter les forces de la nature pour transformer le désert en une succession de riantes oasis. Dont les ingénieurs étaient parvenus à mettre au point des dispositifs qui restent au cœur de bon nombre de machines actuelles. Une civilisation très en avance également dans le secteur de l'armement, qui a inventé les premiers uniformes à l'épreuve du feu et la première torpille, capable d'atteindre un vaisseau ennemi à 1 km. L'effondrement de l'Empire romain marque un grand tournant pour la civilisation occidentale. Tandis que l'Europe s'enfonce dans une longue éclipse, oubliant une bonne partie de l'acquis des grandes civilisations de l'Antiquité, le monde oriental, lui, s'épanouit. Comblant le vide laissé par la disparition des grandes civilisations antiques, les mathématiques, la médecine, la littérature et la physique connaissent au Moyen-Orient un essor remarquable. L'évolution qu'a connue la société pendant les 500 ans, qui du 8e au 13e siècle constitue l'âge d'or de la culture islamique, nous oblige aujourd'hui à revoir l'idée que nous nous faisons de l'histoire ancienne. Un grand nombre de savants, d'ingénieurs et d'artisans de l'époque étaient au sommet de leur art. C'était une époque de grande créativité. Tandis que l'islam, parti de la péninsule arabique, se propage en Inde, en Afrique du Nord et jusqu'en Espagne, les hommes de science musulmans accumulent une somme de connaissances telles que l'humanité n'en a jamais connue. Pendant 5 siècles, le monde musulman va être le centre du savoir et de la culture. L'Europe n'aurait jamais pu avoir le développement qu'elle a connu par la suite sans l'apport de cette culture. Pendant toute cette période qui a duré de l'an 700 environ à l'an 1600, voire au-delà, il y a une sorte de soif de connaissance permanente. Dès la fin du 8e siècle, apparaît une école qui restera longtemps à l'avant-garde du progrès technique et scientifique. Connue sous le nom de Maison de la Sagesse, c'est un peu l'équivalent de la Sorbonne ou de Polytechnique. Elle attire des intellectuels venus de l'ensemble du monde musulman. L'une de ses activités principales est le déchiffrage des ouvrages anciens qui contiennent les plans de machines en usage 1000 ans plus tôt. Les premiers savants arabes ont repris des textes hellénistiques et romains et les ont traduits, tout en développant les principes qui y étaient exposés. On trouve ainsi dans les manuscrits de cette époque un certain nombre d'indices qui donnent à penser que les ingénieurs du monde musulman, comme leurs prédécesseurs, s'intéressaient aux automates, l'équivalent de nos robots actuels. Plusieurs chercheurs actuels, comme Salim Al-Hassani, professeur à l'université de Manchester en Angleterre, ont étudié ces ingénieuses machines dont certaines, comme cette serveuse de thé, font appel à des procédés encore utilisés de nos jours. La serveuse de thé est constituée d'un réservoir placé au-dessus d'un robot. Ce réservoir est percé d'un trou par lequel l'eau ou le thé peut s'écouler. Ce système permet de contrôler le débit de la machine, ce qui devait beaucoup étonner et amuser l'assistance. Le réservoir est rempli d'eau ou de thé qui tombe ensuite goutte à goutte dans un récipient à un rythme constant. Lorsque le liquide atteint un certain niveau, au bout de 7 minutes et demie exactement, il s'écoule dans le verre que la serveuse tient à la main.
Le poids du verre plein déclenche un mécanisme qui fait descendre la figurine. Une porte s'ouvre et la serveuse propose le verre à l'invité ébahi. Ce genre de machine devait augmenter encore l'admiration et le respect dont jouissaient les savants de l'époque. Au vu des textes anciens et des données archéologiques dont nous disposons, les savants de l'âge d'or de la culture musulmane auraient inventé rien moins que le premier ordinateur de l'histoire de l'humanité. Des fouilles sous-marines entreprises au début du XXe siècle au large de l'île grecque d'Anticythère ont permis de mettre au jour les vestiges d'une petite merveille de la technologie du monde antique. Fabriqué autour de l'an 100 avant notre ère, le mécanisme d'Anticythère serait, de l'avis des spécialistes, un calculateur analogique, véritable prototype de l'ordinateur. Cette machine à engrenages a contraint les historiens à revoir totalement l'idée qu'ils se faisaient des connaissances technologiques dans le monde antique. Bien que le mécanisme d'Anticythère ait été examiné par les plus grands spécialistes, son fonctionnement exact reste un mystère. Heureusement, certains ouvrages arabes du Moyen-Âge contiennent des indices qui permettent de formuler des hypothèses. On a ainsi retrouvé dans un manuscrit du Xe siècle, attribué à un astronome du nom d'Al-Biruni, le croquis d'un calendrier à engrenages. La machine d'Al-Biruni permettait, grâce à un système très élaboré, de suivre les mouvements des astres du système solaire. Composé de 8 roues dentées en bronze, ce mécanisme est en soi une véritable prouesse technologique. Tous les cadrans étaient réglés sur la bonne position astrologique avant la mise en service de la machine. Chaque jour, on avançait l'aiguille principale d'un cran, ce qui mettait en action